Et bien voilà la suite de la lecture de ce petit ouvrage particulier, L'Empire du Bien, Philippe Murray, Les Belles Lettres. Voilà, Philippe Murray qu'on voit là, en image. Alors je ne connaissais pas cet auteur et je lis, mais surtout, je découvre un peu en même temps. Et c'est plus un point d'appui pour essayer de confirmer la théorie selon laquelle l'humanité évolue lentement mais sûrement vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est la paix universelle, c'est l'amour du prochain, c'est voilà quelque chose de justement que, qui, qui heurte l'esprit de Philippe Murray. Euh, et je le comprends, c'est tout à fait légitime que ça le heurte, parce que nous sommes à un autre moment de l'humanité. Lorsque je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, cela veut dire que l'humanité est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible. Donc elle est parfaite là, euh, alors elle est chaotique, elle est violente parfois, elle est injuste, elle est contradictoire, elle, euh, elle est, elle aime l'antagonisme, elle aime l'idée de l'ennemi, voilà, c'est pas une humanité de bisounours. Et c'est ce que reproche Philippe Muret à, à l'idée de l'empire du bien, donc on a compris un petit peu ce que c'est. C'était l'Occident à la sortie du communisme, parce que son ouvrage, il l'a écrit en 1991. Donc il n'y avait pas eu encore les expériences du néolibéralisme qui ont commencé juste après, justement, hein, plus ou moins, euh, avec un système vraiment prédateur, un système... Mais en même temps, ce qu'il critique du monde, euh, ce côté un peu superficiel, ce côté là, de festivité permanente, superficielle, qui qui ne cherche pas à comprendre réellement, mais plutôt à se noyer dans la vie, ça, au contraire, ça s'est encore plus tendu avec le néolibéralisme. Et donc, ben, je vais commencer je recommence à lire, et puis je, je commente par-ci, par-là, en lien justement avec la théorie que je défends, et qui s'oppose un petit peu donc à sa critique. Mais en même temps, je suis tout à fait d'accord. Le monde est comme il est. Et sa critique est tout à fait juste du monde tel qu'il est. Et de ce qu'il faut préserver comme, comme énergie, comme, euh, comme, comme esprit critique, comme esprit moqueur, comme esprit... Voilà. Tout cela, ce qu'il a de commun d'ailleurs avec Nietzsche. Je suis entièrement d'accord avec lui. Simplement, ce qu'il ne voit pas, et qui me semble très important, c'est de pouvoir dire, oui, l'humanité est comme ça, on doit s'en amuser, on doit en jouir, on doit en profiter, c'est très bien, voilà, on est en vie, donc il faut vivre pleinement cette existence. Ok, d'accord. Mais ce que moi je rajoute, c'est l'humanité va vers la paix universelle, vers
au contraire l'amour absolu du prochain. Donc quelque chose un monde de bisounours, c'est clair, on va vers cette idée-là, vers cette idée de cette ultime perfection. Euh, et donc, pour aider à y aller, on doit critiquer aussi le monde injuste tel qu'il est dans ce moment. Voilà, donc je commence la lecture. Colorisation, c'est le chapitre 9. Ce qu'il y a de fondant à Cordicopolis. Alors, Cordicopolis, c'est la ville, le pays, la ville qu'il a imaginée. Voilà, une ville de d'amour, voilà, d'amour absolu, en somme. Ce qu'il y a de fondant à Cordicopolis, ce sont toutes ces âmes idylliques qui s'imaginent qu'on pourrait avoir le bien sans mal, le tigre sans ses griffes, la langue française sans ses buissons d'épineuses incohérences, le soleil sans la pluie, des voitures sans pollution, une bonne télé sans ses pubs, la littérature sans son revers de crime par lequel elle s'immortalise, les loisirs de masse sans le béton, la chimie industrielle sans les plus acides, le beurre sans l'argent pour le payer, midi à 14 heures comme toujours, autant rêver Céline sans ses bagatelles. Et oui, eh bien, c'est là où nous allons. C'est là où nous allons, évidemment. Et c'est là où les, les grands chamans, les grands intuitifs, les grands, euh, les grands fusionneurs avec le divin, comme Moïse ou comme, voilà, comme ces grands chamans là, qui ont imaginé, et beaucoup d'autres derrière avec lui, tous ces grands spirituels qui ont pu écrire qu'à la fin des temps, donc quand le monde aura atteint justement sa perfection, eh bien oui, le lion n'aura plus de griffes, le tigre il sera sans griffes, le lion, euh, le bébé se couchera avec le serpent, il n'y aura pas. Voilà, je vous renvoie à cette lecture de l'Apocalypse, de cette partie de l'Apocalypse. Euh, et oui, on arrivera à des voitures sans pollution. Il a écrit ça en 91. Bien sûr que déjà on parlait, il y avait l'esprit critique, il y avait donc des gens qui voulaient pas, plus, qui voulaient des voitures sans pollution en 91. Ben, on est rentré dans la mondialisation et la mondialisation a- n'a pas du tout, s'est pas du tout intéressé à ce qu'il préconise. Le bien sans le mal, le tigre sans ses griffes, la langue française sans ses buissons d'épineuses incohérences, tout ça, c'est très important, il le faut bien sûr. Le soleil sans la pluie, des voitures sans pollution, une bonne télé sans pub, tout, mais on, on atteindra ce type de choses, évidemment. Et, mais pour l'instant, on vit dans un autre monde. Alors effectivement, d'en faire une sorte de religion, peut-être c'est critiquable. Peut-être que l'excès, le, la lutte excessive pour aller vers un monde parfait, en somme sans pollution, etc., etc. Là, on sent qu'il y a une lutte qui est mise en place. Il y a le wokisme dont certains condamnent, etc. Il y a quelque chose qui veut remettre de la justice, qui veut mettre de l'écologie, qui veut lutter contre tout un tas de choses. Et ils sont extrêmement énergiques. Alors il y a ce monde qui veut ça, et puis il y a le monde tout le temps, depuis tout le temps, c'est comme ça. Il y a un monde réactionnaire qui freine de tous ses côtés, qui critique, qui dit oui, bon, il nous embête, on veut pas de ça, etc., etc. Et c'est la lutte de ces deux forces, les ultra-progressistes et les réactionnaires, qui fait que l'humanité évolue
assez maîtrisé, c'est-à-dire que c'est pas un excès, parce qu'il ne faudrait pas que les ultra-écologiques, que les ultra-écologistes prennent un pouvoir absolu, par exemple, ça deviendrait des dictateurs. Il ne faut pas non plus que les réactionnaires prennent le pouvoir, ça deviendrait des dictateurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce travail conjoint de ces deux mondes qui trace l'humanité et qui la maintient dans un équilibre et dans quelque chose de central. Et ça, c'est vraiment intéressant. Évidemment, autant rêver Céline sans ses bagatelles. Eh bien, oui, bien sûr que il y a bagatelle pour un massacre, il y a les pamphlets, il y a tout ça chez Céline. Et on s'en passe. Bien entendu que ils sont là, mais le, le voyage, son premier ouvrage était suffisait en somme dans cette veine. Il aurait pu très bien ne pas partir dans cet excès. Quoi qu'on puisse faire, et je crois que justement Philippe Muret essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il avait d'écorché Céline pour pouvoir aller sombrer dans ce côté-là. Euh, je- j'ai juste vu quelques phrases comme ça sur Wikipédia qui semblent parler de ça. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on n'a pas. L'humanité, même si au moment où il a écrit Bagatelle et compagnie, tous ces trucs-là, il fallait qu'il les écrive puisque ça a été écrit. Et ça a fait travailler en négatif l'humanité de façon intense parce que beaucoup se sont, et depuis la fin de la guerre, beaucoup, voilà, ça a amené un maximum de discussions et de réflexions et de lutte contre ces écrits, ces écrits antisémites, savoir vraiment s'il fallait je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'il y a eu comme véritable lutte, mais en tout cas, il pose un problème que l'humanité doit toujours résoudre. Et ce qui est important, c'est qu'elle le résout toujours par le bien. Parce que ce qui sort de tout ça, c'est pas, oui, ben ok, d'accord, on va diffuser les pamphlets, on va en faire, voilà, on va le donner à lire à l'ensemble et puis on va le glorifier. Non, c'est bien l'inverse qui s'impose. Et c'est ça qui est intéressant. Évidemment, on peut, voilà, Nietzsche critique Socrate qui vient avec sa morale, mais c'est la morale de Socrate qui s'impose dans l'humanité. Voilà. Alors, et par contre, ils sont très importants, ces réactionnaires. Et je pense que on peut le considérer un peu là-dedans. Pour l'instant, je ne vois pas un gros penchant réactionnaire. Mais on peut considérer que Philippe Muret serait un peu là-dedans. Je continue. Un Céline qui penserait juste, ainsi que je l'ai lu quelque part. Eh, eh bien, en tout cas, il a pensé injuste à certains moments et on le lui fait remarquer et on le remarque et on le dit et on travaille contre cela. Et grâce à ça, eh ben, un bon nombre d'auteurs essayent de penser juste. Voilà. Et là, actuellement, ce qui se fait avec Michel Houellebecq, qui est certainement dans la même, un hypersensible, quelqu'un qui n'a absolument pas de velléité de racisme, c'est pas du tout. On sent bien qu'il est à des kilomètres de ça. Il a écrit une sorte de petit pamphlet justement et très certainement il l'aurait pas fait. Voilà, j'ai écrit sur Twitter que bien souvent, voilà, il faut bien choisir ses amis finalement autour de soi parce que eh ben, on est parfois entraîné un peu à certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas fait. Je sais pas, je ne connais pas assez le- la personne. En tout cas, eh bien, il oblige justement, là, la société
à lutter contre cet état de fait, à se bagarrer pour, pour pour faire évoluer la société, là en l'occurrence dans sa lutte contre l'islamophobie. Et c'est tout. Ce qui gagnera, c'est le barrage à l'islamophobie. Évidemment, ça mettra peut-être encore 10 ans, je ne sais pas, mais au final, c'est ça qui l'emportera. Comme les excès antisémites ont obligé la société humaine à poser des lois fondamentales contre ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a fait. Et ça protège vraiment la société et ça lui met du plomb dans la tête. On a besoin de cet état-là. Donc je continue. La réconciliation des contraires, écrit-il. Le paradis sans la chute. Le trémolo enfin reconnu, établi dans tous ses droits et sans aucune contrepartie. Voilà l'utopie des bien-pensants, l'idéal de l'ultra-doux planétaire. Oui, c'est vrai qu'ils y sont, j'en fais partie, et j'y peux rien. Pas plus que toi, Philippe Muret, tu peux être autre chose que ce que tu es. Ton esprit caustique, ton esprit critique, voilà, c'est une qualité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, je, et que je trouve fondamental pour l'évolution de l'humanité. Mais on n'est pas tous les mêmes. Et le fait d'être de cette différence, nos différences, fait que l'humanité se construit. Ça serait, est-ce que ça serait supportable un monde totalement d'état d'esprit de Philippe Meuret? Est-ce que ça serait supportable un monde totalement de mon état d'esprit? Non, moi-même, j'y vivrais pas dans ce monde-là, dans ce monde de voilà, et je le contesterai. Peut-être que j'écrirai exactement, il m'énerverait tellement ce monde que j'écrirai comme Philippe Meuret en contestation de, cette, de ces ultra-doux planétaires, de l'ultra-doux planétaire. Donc il continue. Plus de matière grasse, plus de colorants, rien que des objectifs super light sous les déguisements de la vertu. Ben bien sûr que il faudra baisser la matière grasse. On voit bien ce que fait le marché qui dit qu'il aime les consommateurs. Il dit qu'il nous aime. Hein. Et en fait, quand on le laisse libre, eh ben, il, il fabrique l'Amérique, quoi, l'Amérique du Nord. Il fabrique ça et il le fabrique partout maintenant sur la planète. Donc, voilà, on peut lui dire, s'il te plaît, non, 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 voilà, sois gentil, moins de gras, moins de matière grasse, moins de colorants, etc. Voilà. Déjà, c'est ces net en chambre qu'on appelle débat politique. Alors, je ne serai pas non plus pour quelque chose des interdits, des trucs, quelque chose de radical, de dictatorial, plus de matière grasse, etc., etc. Mais je militerai toujours pour que le monde devienne de plus en plus moral, pour qu'il devienne de plus en plus éthique, qu'il qu'il travaille à s'améliorer. Donc, je continue. Déjà, ces scénettes en chambre qu'on appelle débats politiques ne sont plus organisées qu'entre représentants de tendances parfaitement interchangeables, entre démocrates ouverts, anti-étatiques, humanistes, par exemple, et républicains modérés, centralisateurs, humanistes. Et ça me fait penser que le seul débat que depuis 40 ans, il a raison, tout à fait raison, le seul débat que j'ai vu qui était vraiment important depuis ces années-là, ça a été un débat où il y avait tous les hommes politiques, une petite, une série d'une dizaine d'hommes politiques. Je me souviens qu'il y avait, qu'il y avait, bon bref, voilà. Et il y avait le peuple, les représentants du peuple, sur des gradins qui posaient des questions. C'était eux qui posaient des questions.
et qui prenait la parole, qui disait comment il voyait les choses. Et ça a été extraordinaire, parce que là, on a vu la pertinence du peuple, la responsabilité, l'esprit de responsabilité du peuple, le, comment ça s'appelle, euh, la citoyenneté du peuple. Il y avait une pertinence. Je vous renvoie à la, si vous trouvez ce débat, je ne sais plus à quelle époque c'était, ni je ne sais plus qui c'est qui l'avait organisé, c'était la une, la deux, je ne sais pas. En tout cas, je me souviens qu'il y avait, je me souviens, ça y est, je me rappelle qu'il y avait le centriste qui est du côté de Macron, comment il s'appelle déjà, qui viennent de Dax ou ouais, voilà, du sud là. Et puis il y avait le révolutionnaire de 68. Et je suis désolé, je perds la mémoire et je la retrouve pas. J'ai beau chercher partout, c'est pas possible. Et donc ces deux-là sont partis dans une invective sur, sur, le, sur quelque chose qu'avait écrit donc le, ce gars. Ils sont partis dans une invective. Et les citoyens, un citoyen a dit mais vous êtes des gosses là, vous regardez, on a vu vraiment à quel point ces hommes politiques se comportaient comme des gosses, à quel point il y avait un décalage de maturité entre le peuple et ses représentants. Et c'était hallucinant, quoi. Et ça, c'est ce qui manque. Et évidemment, ça n'a plus été renouvelé, parce que ça montre tellement la puérilité du monde politique. Le peuple, si vraiment on était dans un système comme ça, le peuple éclairerait tout de suite la puérilité du monde politique aujourd'hui. Et voilà. Et donc, ils ont réussi à bloquer le truc et à ne pas laisser passer la chose. Bon, je vais aller jusqu'au bout. C'est un régal de les voir discuter, faire semblant de se contredire, alors que ce qu'ils veulent, comme tout le monde, c'est consolider le terrain commun, celui de la confusion générale, la seule garantie de vérité. À la fin, comme ne le disait pas Staline, c'est toujours le consensus qui gagne. Il est, il est quand même très drôle. Voilà pour cette nouvelle petite vidéo, j'arrête là. Merci.